Alors, il est généralement reconnu, Pierre, que le roman des années 60 est en rupture avec le roman qui le précède. Est-ce juste? De manière générale, tout à fait. On a attribué le plus souvent au roman des années 60. Disons que je veux parler ici des années 60-70 particulièrement. Mhm. On a attribué au roman des années 60 une sorte de prise en charge du nationalisme. D'ailleurs, je Mhm. pense que c'est Jacques Godbout qui parlait de ce roman-là comme étant un service national obligatoire ou Ah quelque oui. chose du genre, Mhm. comme si c'était un thème obligé. Mhm. Euh, il se peut, cependant, un peu comme dans le cas du roman psychologique, que ce regard un peu exacerbé sur le contenu, sur Mhm. le nationalisme en l'occurrence, Oui. ait porté ombrage, encore une fois, à des aspects esthétiques ou formels, eux aussi, qui sont en rupture avec les années antérieures. Mhm. Donc, ce roman, au-delà de son contenu nationaliste évident, aurait manifesté donc des aspects formels tout à fait nouveaux et j'en retiens trois. Oui. Le premier, c'est l'usage de la langue populaire, voire du joual qui apparaît dans une des notices de la classe. Euh, Cependant, c'est pas d'hier que la langue populaire apparaît dans le roman, mais c'était, à l'époque, la langue du personnage. Mais ce qui est particulier sur le plan formel, sur le plan discursif dans le roman des années 60, c'est que ça devient le langage même du C'est narrateur. le narrateur lui-même qui Oui, assume. Ah oui. oui, le narrateur qui assume la langue populaire. Je vais donner un exemple du roman Le Cassé de Jacques Renaud, paru en 1964 aux éditions Parti pris. Mhm. Euh, En plein cœur, ou enfin au début, ben, on peut dire en plein cœur, si on fait commencer le débat sur le joual avec le frère Hôtel en 1960. Oui. Après ça, il y aura les belles-sœurs. C'est en 67, si je ne me trompe. Nous sommes maintenant dans le cas du Cassé en 1964. Mhm. Et dans ce roman-là, le narrateur, justement, et on en verra un exemple dans quelques secondes, recourt à la langue populaire, voire au joual. Mhm. Le personnage principal du roman se nomme Tijan, qui est un chômeur. Il est sans avenir, il est justement cassé, d'où le titre manifestement qui lui-même joue sur le fait d'être cassé et l'anglicisme de ne pas avoir d'argent. Mhm. Euh, le narrateur le décrit dans l'extrait que je vais lire euh, quand il attend son chèque d'assurance chômage. Mhm. Et on notera dans l'extrait que le narrateur va lui-même changer de niveau de langage au fur et à mesure de sa narration. Voici ce petit extrait du Cassé de Jacques Renaud. Deux couples viennent s'asseoir à la table de Tijan. Toutes les tables sont occupées ce soir. Tijan pense que ça doit être vendredi. Il est presque sûr que c'est vendredi. Les jours, il les compte, jusqu'au jour des prestations. C'est important de savoir la date du paiement des prestations. Si on manque la bonne journée, si on arrive 2 ou 3 heures en retard, le petit fonctionnaire, avec sa maudite face peuple amaigrie, du bout de sa lèvre sèche, agacé par une moustache à la Hitler, le fonctionnaire miteux dans son habit à carreaux à 40 piastres, son habit à bon marché, le petit Christ de fonctionnaire, vous cuisine et vous pose 56 questions indiscrètes et embarrassantes. Il peut décider pour un oui ou pour un non de te couper les prestations. C'est écœurant-là. Ça doit être vendredi. Mhm. Alors, on a là un exemple tout à fait. D'ailleurs, le roman a quand même eu son moment de gloire parce qu'il frappait assez fort, si on peut Oui. dire. Pas juste sur le plan de la langue, mais sur le plan Oui. même du contenu, de la déchéance Oui. du personnage, qui est typique de plusieurs ouvrages qui ont parti pris, bien sûr. Alors, on a là un exemple de ce premier trait, euh, Mhm. La langue. celui de Mhm. de la langue du narrateur. Le second trait peut peut-être sembler un peu plus abstrait. Il s'agit de l'interférence des niveaux d'énonciation. Autrement dit, dans ce roman des années 60, le narrateur va souvent se démasquer lui-même. Mhm. Les formalistes russes au début du XXe siècle avaient élégamment
noter ce procédé par une dénudation du procédé. On dénude le procédé, on met le procédé à nu. Et ça se retrouve principalement dans le roman des années 60. Je vais donner un exemple ici d'un roman assez peu connu. Hélas. Il s'agit de Quelqu'un pour écouter. Quelqu'un pour écouter de Réal Benoît, paru en 1964. La situation de départ est très simple. Le personnage principal vient de perdre son enfant et il s'apprête à faire ses bagages pour quitter l'espace familial. Le roman se divise en 3 parties. La première partie est tout à fait classique. On le voit faire ses bagages, préparer, se remémorer l'incident, ne plus vouloir tout abandonner. Ça, c'est la première partie qui est narrée comme on dit, au il, avec un orateur omniscient, hétérodiégétique, appelez-le comme vous voudrez. Mais vous voyez l'idée, tout à fait classique. Mais arrive la deuxième partie. Et c'est là que se produit une rupture formelle qui correspond tout à fait à cette idée de la dénudation du procédé. Je lis l'extrait suivant qui amorce cette deuxième partie. La première est écrite au il, rappelez-vous. Quelqu'un pour m'écouter, c'est ce roman. C'est Quelqu'un pour m'écouter et je pense que le titre le dit bien aussi. Parce qu'on joue tout à fait sur le jeu de qui parle, à qui on parle. Voici le début de la deuxième partie. Tourner autour du pot. Jeune, j'avais fait honte à ma grand-mère. On est au jeu. C'était Will au début. Jeune, j'avais fait honte à ma grand-mère quand, montant dans un autobus avec elle, j'avais laissé tomber mon ticket dans le crachoir puis crié « Oh, dans le pot de chambre !» car on ne fumait pas la pipe chez moi et donc on ne crachait pas. Au Brésil, on vend un jouet souvenir, un petit pot en faïence. Petit pot, tourner autour du pot. Et pourquoi tourner ainsi plus longtemps autour du pot? Pourquoi éviter le jeu? Je n'invente pas d'histoire, je raconte ce que j'ai vu, senti, vécu. Je ne peux plus jouer à l'auteur détaché, au jeu du camouflage. Alors cet extrait est assez explicite, mais c'est pas juste une coquetterie, c'est qu'il revient complètement sur sa narration, cette fois-ci en jouant plus le jeu de la fiction, mais dans la troisième partie, il revient au mode de narration de la première partie. Oui. Donc c'est fort intéressant de voir ce phénomène, mais qui n'est pas unique, des années 60 et qui constitue, je dirais, le second trait de ce roman. Ces 2 premiers traits ouvrent la porte, si je peux dire, à ce qui me semble le plus important, le troisième trait, et qui rejoint jusqu'à un certain point le roman psychologique ou du code conscience, le recours dans le roman des années 60 aux formes autobiographiques.